Ett av antikens många handelsskepp nådde aldrig fram till sin destination. Troligen gick det under i en storm. ...2600 år senare har man återfunnit det på Medelhavets botten på 60 meters djup. Och lasten, den finns fortfarande kvar. Mängder med amforor som en gång innehöll vin från Etruskernas rike i dagens Italien. Det var en rik civilisation, en av Europas första stora högkulturer. Och man byggde hus åt sina döda. Etruskerna, det gåtfulla folket. De har länge betraktats som det gåtfulla folket, etruskerna, och det beror inte minst på det originella skriftspråk som de lämnat efter sig och som har varit mycket svårtolkat. För närmare 3000 år sedan så skapade de en av de första högkulturerna i Europa. Där fanns skickliga hantverkare som tillverkade unika konstföremål i keramik och brons. Och där fanns ett stort intresse för dans och teater och hästkapplöpningar. Men framförallt så var de ett sjöfarande folk som handlade med grannarna runt Medelhavet. Och nu har man alltså för första gången hittat ett av deras skepp, ett av de äldsta och största från antiken. Om det här skeppet och den etruskiska civilisationen berättar en fransk dokumentär. För ungefär 2000 år sedan uppslukades Västeuropas första stora civilisation av romarriket. Den försvann, men havet har bevarat dess hemligheter. Den gamla fästningen vid Marseilles hamn är full av skatter från Medelhavet. De tillhör institutionen för undervattensarkeologi som har till uppgift att studera och bevara fornlämningarna i havet. När konservatorn Luc Long är på väg till sitt arbete den här morgonen så väntar ett dokument som kommer att leda till ett långt arkeologiskt äventyr. Michel, viens voir un peu la cassette que j'ai reçue là, de Deleuze. Il m'a trouvé une épave profonde. Là. Regarde. C'est pas une épave étrusque, ça? Et t'es fait où, ça? Il m'a dit que c'est du côté des îles d'hier. Il y en a combien, là? Je sais pas, 60, 70, c'est le prix d'assez haut, mais c'était P4, ça, c'est des amphores étrusques, c'est clair. C'est vraiment homogène en plus. På 800-talet före Kristus var östra Medelhavet uppdelat mellan Egypten, Mindre Asien och Grekland.
Den västra delen befolkades av små stammar som levde kvar i en bykultur. Men det fanns ett undantag, etruskernas unika civilisation som blomstrade på den italienska halvöns västkust, bland annat i dagens Toscana. Genom sin sjöfart hade de ett ständigt utbyte med andra folk. I över 5 sekler spelade de en viktig roll som mellanhänder mellan det civiliserade Österlandet och det barbariska Västerlandet. I oktober år 2000 styr ett fartyg ut på Medelhavet. Amforerna har hittats på 60 meters djup strax utanför staden Nyères på den franska Medelhavskusten. Fartygets ägare har upptäckt vraket och bekostar en första undersökning. Des fois, ce sont des objets décorés. Paré. Ok, pop-up, on enlève la bâche. Passerelle de plage arrière. Moi, j'espère une chose, c'est que ils sont bons en fermeture de porte. Regarde là, il y a 10 amphores sur 1 mètre carré. Man börjar med att befria krukorna från sjögräs och sediment med hjälp av en väldig fläkt. Av ekonomiska skäl så har man bara 14 dagar på sig för den här första undersökningen. Ok, on fait une première passe principale à 2,50 m dans l'axe de l'épave, ici. Avec cette attitude, on devrait avoir l'ensemble de l'épave en 3 passes. Den andra fasen är en detaljerad kartläggning av varje föremål innan man rör dem. Och man testar nya robotbaserade utgrävningstekniker för utforskning av objekt som ligger så djupt att de är utom räckhåll för Medelhavets många vrakplundrare. Krukorna ligger fördelade över ett 16 meter långt och 8 meter brett område. Man trodde först att båten var 10 meter lång och att lasten har spritts ut sedan trävirket ruttnat sönder. Men man har nu gjort iakttagelser som talar emot det här. J'ai bien passé. Entre ce qu'on voit sur les images du ROV Tu comprends et les rien, images au ROV. fond, Tu peux pas comprendre. est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les images au ROV C'est une très grosse et la épave présentation en du place. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être 2 couches d'amphores. Tu penses 2 couches, mais tu Pourquoi s'il n'y a plus le... Ben, à la Voir des- sonde, ça sonne tellement sec que je pense pas que ce soit du bois. Les amphores sont dans le sable, dans la base, ouais. et elles sont verticales. Il y en a une pleine couche, hein, elles se touchent les unes les Et autres. là, je suis complètement épaté. Ça serait la première fois. Donc l'hypothèse d'un bateau qui serait dilaté et qu'il faudrait réduire aujourd'hui à 9 mètres de long, non, en reste sur un gros cargo. Quoi. Pour l'époque, en tout cas, C'est un gros bateau.
Det här är ett viktigt fynd. Från olika grekiska texter så vet vi att etruskerna var skickliga sjöfarare. Men det finns mycket få avbildningar som berättar om hur deras fartyg såg ut och hur mycket last de kunde ta. Efter flera dagars förberedelser så kan man sätta igång med bärgningen. On part pour un bon 10 minutes au fond. 10 minimum, 15 maxi. Moi, je fais le cadre en premier. Tu fais le cadre en premier. Tout ce qui est autour marqué. D'accord. Et le numéro avec l'amphore, si possible dedans. Maintenant, on s'y retrouvera si ça sort de l'amphore, mais tu le mets surtout dans le panier. Ça marche. Ça marche. På 60 meters djup är varje dykning begränsad till 15 minuter. Sur les mêmes types d'enfants. Oui, ça c'est donc on a tout à fait affaire au même type. Elles sont vraiment très semblables. On voit que le potier là, il a une facilité à standardiser les modèles. Donc ce sont les modèles qu'on va apparaître à la fin du 6e. Tu vois, la lèvre commence à se dégager, elle est assez haute. Bon, c'est un modèle qui va naviguer aussi, si j'ose dire, dans le 5e siècle. Ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, là, même les fragments que je vois, et ça confirme aussi, ça corrobore ce qu'on a vu sur les images, c'est toujours le même type d'enfant. J'attends un peu que le sèche. Det tycks vara en 2600 år gammal skeppslast med amforor. Den stora och enhetliga lasten gör det här till ett ovanligt fynd. Là, par contre, je ne sais pas encore ce que c'est. C'est ce qu'on voyait sur les images. On dirait des plateaux de balance ou des fonds de vase. C'est très métal. C'est du cuivre, c'est du bronze. C'est très, ouais, c'est très fin en tout cas. Oui, ça me fait plus penser à des vases de marchandises. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir le mettre dans de l'eau douce, là, tiens. Et puis le faire analyser de près, le dégager, tu vois, au pinceau et regarder ce que ça pourrait être. Nos bouchons, regarde. Intact. Parfaitement bien conservé. Très épais encore. C'est du liège, hein, c'est ça? Oui, liège. Ouais, C'est ça, incroyable. ça, Hein, c'est incroyable. Korkarna är unika fynd och krukorna har innehållit vin som var en av de främsta produkterna för handeln kring Medelhavet på den här tiden. Vinet tycks ha ingått i den etruskiska kulturen. One major problem with Etruscan culture is a very big lacuna, a very big gap. And that is that although the Etruscans were literate, and in fact we have thousands of inscriptions from Etruria, what they didn't seem to write was any connected history about themselves in the way that we have Roman history written by Roman historians, Greek history written by many Greek historians. The Etruscans seem to confine their writing more to matters to do with religion, and because we don't have that information, the very memory of the Etruscans as a nation has tended to fade after the Roman conquests. En dehors du cadre.
Ett sånt här vrak, orört av plundrare, har aldrig tidigare hittats i Medelhavet. Från början uppskattar man antalet föremål till 70 stycken och den siffran har redan fördubblats. Den stora mängden föremål gör också att det blir svårt att få upp allt under den tid som man har till förfogande. Ça, Denis, c'est une coupe blush C, céramique attique, fin 6e, début 5e avant. Ah ouais, ça c'est une coupe grecque. Mais on en trouve beaucoup en Étrurie, c'est normal qu'ils en aient. Au contraire, ils aiment ça. On va peut-être raffiner, peaufiner, mieux serrer la chronologie en tout cas avec ça. Ça c'est génial. Den här typen av keramik hittas ofta vid etruskiska utgrävningar och det visar vilken mängd och mångfald av produkter som etruskerna importerade och hur fascinerade de var av grekiska modeller och stilar. Regarde, il y a des marques. Ouais. Ça appartenait à un marin. Il y a une lettre là-dessus. Une croix, une lettre qui est en forme de croix. Et la prononciation, la phonétique étrusque, on ne la connaît pas du tout. Il faut vraiment demander l'avis des épigraphistes étrusques comme Colonna et d'autres qui pourront m'éclairer là-dessus. Mais enfin, pour l'instant, la seule chose qui m'éclaire, c'est cette loupe électrique. Till en del berodde på etruskernas språk att man vet så lite om dem. Skriften infördes i början av 600-talet före Kristus. Texterna är vanligen skrivna från höger till vänster. Men etruskiskan är varken släkt med grekiska eller latin. En del kortare inskrifter kan man läsa idag. La lingua rimane poco conosciuta, non possiamo dire, non è un mistero, è una lingua poco conosciuta perché il lessico, cioè i valori semantici, noi dobbiamo ricostruirli attraverso la comparazione fra i testi della stessa lingua oppure con la comparazione con testi di altre lingue conosciute che noi ipotizziamo più o meno fondatamente che dicano le stesse cose, quindi noi ci costruiamo delle bilingui un po' artificiali e ci sono anche le vere bilingui ma sono sempre molto poche. Ecco, qui proprio Pirgi ha restituito un testo molto importante, appunto che è l'atto di consacrazione del tempio, forse dell'intero santuario appunto alla dea Uni da parte di un re di Cere. Ecco, questo è scritto sia nell'etrusco che nel fenicio. Sul piano linguistico vediamo che vengono certamente dette le stesse cose, ma tutta la costruzione delle frasi è diversa e quindi l'aiuto è stato molto minore di quello che si poteva immaginare inizialmente. Quindi ancora siamo lontani dalla meta. Allô Luc, on y va. Ah ok. Snart är tiden ute och frågan är om det finns något mer under krukorna. C'est quand même un coin ici relativement avec de la vase relativement molle. Si 2600 ans après, tu vois une première couche qui est découverte dans 20 cm, s'il y avait eu qu'une couche, moi je pense qu'elle aurait été très profonde. Hein. Ouais, je pense. Bon, ce qui est un peu étonnant, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de témoignage que ces amphores pouvaient s'empiler Ouais. en fait sur les bateaux. Ça serait la première fois, mais bon, après tout, on n'est pas au bout de nos surprises et pourquoi pas là aussi il faut que tu découvrir... fasses un petit sondage. Il faudrait le prouver sur 2 ou 3 mètres carrés. C'est ça. Il faut choisir, il faut avoir un moyen. On va y voir ça avec Mais tu Popov. crois qu'on a le temps de faire ça d'ici la fin de la mission? écoute, Ça se rapproche, il nous reste ça se quelques jours. rapproche, mais faut pas trop en découvrir. Hein. Il vaut mieux récupérer. Oui, cette mais en mission. même temps, Non, mais il faut je suis savoir ce qu'elle a dans le ventre, c'était pas... d'accord, il faut avant faire, de partir, il faut faire quoi. du microblaster, de la chirurgie sur les plats en cuivre, les plats en bronze, et sur le reste, il faut faire un coup de chirurgie blaster fixe. Sur le premier tirage de papier. Man undersöker det område där bägaren och de underliga bronsföremålen hittades. Man tror att det är där besättningen höll till och där man kan hitta den största variationen av föremål. Le blaster à descendre 1 mètre, 1 mètre. 1 mètre donné à la descente.
vraiment dessus. Ouais, les listes juste à côté. Bien reçu 15 mètres de vous. Laisse-le, on va voir. Laisse-le, on va voir ce que ça donne. Bien reçu, blaster démarré à 10%. Tre nya lager med perfekt staplade krukor framträder ur bottenslammet. Det här är det största antika vrak som någonsin har hittats. Il y a plus de dessins d'enfants. Beaucoup de fatigue en perspective. Kanske är skeppet intakt under krukorna, men vilken hamn hade det seglat ifrån och vart var man på väg och vem var lasten avsedd för? Et là c'est bien parce que c'est un ascos, c'est un vase pour contenir de l'huile ou des parfums. Et qui date de la fin, moi je dirais plutôt début 5e, tout début 5e, parce que ces formes apparaissent au début 5e de la Goire d'Athènes, mais ce décor fait partie des écoles à la figure noire de la fin du 6e. Deux personnages au repos. C'est un très joli vase. Vinkelance, c'est dommage. Den första utgrävningen är slut och man lämnar platsen trots att det finns många obesvarade frågor kvar på 60 meters djup. Och nu ska man analysera de föremål man har bärgat för att rekonstruera fartygets historia. J'ai travaillé sur l'ascos que je t'avais montré, là, le petit vase là, avec les deux athlètes. Là. Et j'ai trouvé à Cerveteri, parmi la statuaire, il y a un jeune homme en terre cuite qui a également les jambes croisées. Alors, il est issu sans doute, il est influencé par un gisant grec en marbre du temple d'Égine, qui a les mêmes jambes croisées, mais la position des bras n'est pas la même. Et sur notre jeune homme de Cerveteri, en fait, il y a le coussin qu'on a exactement sur l'un de nos personnages. Là, le bras droit est posé sur la cuisse, c'est exactement ce qu'on a sur l'autre personnage. Franchement, voilà, ça fait un moment que je bataille dessus, le coussin, le bras replié, c'est ça quoi. Il y a vraiment une piste entre ce décor de vase et la ville de Caere Cerveteri. En tout cas, sa stature est en terre cuite. En analys av den lera som krukorna är gjorda av visar att de troligen tillverkas i trakten av Pyrgi. På 500-talet var det en viktig hamn. Och här pågår arkeologiska utgrävningar. Tutte le anfore sono del tipo P4. Du même type. Questo va contro la teoria dei carichi multipli fatti lungo la strada, no? Qui proprio è un carico tutto omogeneo. E il n'y a même pas une seule amphore grecca. Certo, certo. Questo è molto importante perché lei sa che dopo la scoperta delle epave del Giglio ha preso molto credito la teoria che... Sì, ma io questo credo che c'è stato sicuramente, però non ha mai escluso un commercio più diretto, che è proprio in rapporto con la produzione poi del vino etrusco, ecco, tra i vini appunto apprezzati, appunto c'era il vino ceretano che appunto era considerato un vino per pochi, era una produzione in età romana, si vede abbastanza circoscritta, ma era un vino raffinato, sì. Ma questo vino... För 2600 år sedan
seglade ett etruskiskt skepp lastat med vin härifrån, men nådde aldrig fram till sin destination. La seule inscription donc, pour l'instant que nous avons pose toujours un problème d'identification. En fait, Claude Vatin est le seul pour l'instant qui m'a donné une hypothèse de lecture. Il lit en grec de droite à gauche, c'est un pi, alpha, gamma, là c'est omicron, et puis il pense à un sigma, P-A-G-R-O-S, pagros, qui est le poisson connu en latin sous le nom de pagrus, qui a donné en français le pagre, je ne sais pas en italien comment on dit, le pagre, qui a, vous savez, une tête très, très plate, là, très inclinée, et il pense que le cartouche donne la forme du poisson, et que le omicron ici sert en même temps d'œil. C'est l'œil du poisson. C'est séduisant. C'è una lettera a forma circolare che sembra un omicron greco, potrebbe anche essere un teta etrusco, ma non riesco a leggere poi le altre lettere. Il y a aussi des possibilités que des gens aient écrit sans savoir écrire. Ils ont essayé d'imiter quelque chose. Oui, Qu'est-ce que vous non è pensez? un'iscrizione così evidente, no? Bon, elle garde son secret, mais... På 500-talet före Kristus nådde den här regionen sin höjdpunkt. De arkeologiska fynden och minnesmärkena vittnar om ett kultiverat och förfinat folk och om skickliga hantverkare som arbetade med brons och keramik. Föremålen visar att det var en kultur som öppnade sig mot omvärlden. Gli Etruschi sono stati dei grandi mediatori tra quelli che erano i centri motori della civiltà del loro tempo, cioè il mondo greco, e anche alle spalle del mondo greco c'è il mondo del vicino Oriente, specie durante i primi secoli della loro civiltà gli Etruschi hanno avuto stretti rapporti, anzi forse in parte più antichi con il vicino Oriente che non con la Grecia. Comunque nell'età della loro massima floridezza sono i mediatori per eccellenza, sul piano culturale, sul piano commerciale, tra i centri più civili del tempo che erano appunto nell'Egeo o nel vicino Oriente, nel Levante, e i popoli diciamo ancora allo stato barbarico. Gli Etruschi erano considerati, e questo è molto indicativo, dai greci dei mezzi barbari. Nekropolerna har en sammanlagd yta på över 400 hektar. Väldiga gravar är uthuggna ur den vulkaniska bergarten. En del av dem är nära 50 meter i diameter. Och de visar de etruskiska furstarnas makt och storhet. Omkring dem ligger enklare gravar som är typiska för den tidens medelklass som hade blivit rik på handelsverksamheten. På 500-talet före Kristus dominerade etruskerna Italien och hade inflytande över hela Medelhavsområdet. Det här var de dödas stad med sina gator och torg, visar den hur de levande stad kan ha sett ut. Här kan man se influenser utifrån, till exempel det rätvinkliga gatunätet som hade hämtats från Grekland och fasadernas friser i orientaliskt inspirerad stil.
Gravarnas interiörer är byggda som bostäder med hallar, kammare och vestibuler som liknar senare romerska hus. Den här relieftäckta graven med sina målade stuckatur visar hur en förmögen familj bodde. Gravarna visar hur man umgicks inom den härskande klassen med middagar och dryckeslag. Underhållning i form av musik förekom också. Etruskerna älskade dans och brottning. Många av de här aktiviteterna var hellenistiskt och orientaliskt inspirerade. En del kulturella särdrag som man trott var romerska fanns hos etruskerna långt tidigare, till exempel teater och hästkapplöpningar. Den här sarkofagen av terrakotta som nu finns på Louvren visar hur högt den etruskiska kulturen hade utvecklats. Det här föreställer ett par vid ett gästabud. Mannen ser på kvinnan och hans högra hand vilar på hennes axel. Och hon lutar sig mot sin man. Det anses att den etruskiska kvinnan var jämlik med mannen. Un objet intéressant parce qu'il nous plonge dans une atmosphère qui est quand même totalement différente de celle des scènes de banquet que l'on peut voir représentées par exemple dans la céramique, par ailleurs dans la céramique grecque, donc qui nous parle des banquets grecs, dans la céramique attique ou corinthienne, où on voit que finalement le banquet grec est vraiment uniquement une affaire d'hommes et où les femmes n'interviennent qu'à titre en réalité n'interviennent que comme musiciennes ou comme courtisanes. On peut trouver un autre témoignage du statut privilégié des femmes en Étrurie dans le système onomastique. L'étrusque ajoute souvent le matronyme, c'est-à-dire le nom de la mère. Vous n'êtes plus seulement fils de monsieur un tel, mais aussi fils de madame un tel. À partir donc du moment où une femme a non seulement un nom de famille, mais aussi une individualité à l'intérieur de cette famille, cela veut dire certainement qu'elle avait un statut privilégié par rapport peut-être à la femme grecque ou à la femme romaine, qui quand même s'efface toujours finalement devant son mari, sa famille. Några veckor i sötvatten efter 2600 år i havet är receptet att rengöra den här sortens föremål. 2 månader efter den första utgrävningen är nu behandlingen klar. Innan det här vraket upptäcktes så hade ingen tänkt sig att amforor kunde travas ovanpå varandra. Nu ska man rekonstruera hur de var lastade. Ici, là. Non, ici, là, non, pas non. Mets une autre couche devant. Ramène celle qui est derrière toi, Jo. Mais fais gaffe, elle est fendue, hein. Ah, regarde. Là. Par exemple, celle qui a l'usure, là, tu vois. Elle est bien, là. Normalement, si elle est bon, l'usure, elle va tomber au niveau de la lèvre. Tu vois, là, l'usure est juste au niveau de la lèvre. C'est au niveau, comme sur les pavés. D'accord. Alors la hauteur, ça donne là Ils sont là, regarde. La top, j'y suis là. Voilà, 160, 159. Voilà. C'est bon? Avec 5 couches, on arriverait à 1m60 d'eau. Vu le nombre d'amphores qu'on a au mètre carré, là, au moins déjà sur 4 couches seulement, et la dimension du bateau, plus de 20 mètres, en fait, on arrive à un truc qui dépasse 30 tonnes. Donc c'est déjà un des plus gros bateaux de commerce pour l'époque archaïque. 30 tonnes, de l'ordre de 700
à 800 amphores. Donc c'est quand même phénoménal. Tu vois, avec les serments, à chaque zone de contact où il y a les usures, je pense que là, ils avaient dû mettre du serment, parce qu'on en a retrouvé pas mal sur les tables. Non, des trucs comme ça. Il y a qu'à le bourrer, ouais. C'est bon, là? Aucun moyen de mettre ni la vaisselle, les plats en terre cuite, ni les bassins en bronze entre les amphores. Donc à tous les coups, c'était effectivement où on les a trouvés, c'est-à-dire empilés au-dessus dans des caisses, mais sans possibilité de ranger ça, tu vois, on peut à peine passer une main. Donc aucune possibilité de ranger ça entre les amphores. Ah ouais, c'est pas mal. Oh, mais tu as vu qu'il y en a qui en est marre? J'ai déjà vu ça. Quoi, je croyais que c'était une... Enfin oui, c'était une usure en fait. Mais tiens, c'est la seule? Une autre ici. Là. Ah, tiens, encore une? Ouais, mais je croyais que c'était des trucs quand on les avait remontés, mais ça a l'air ancien. Eh non, ils ont pris dans les filets. Ça pourrait pas être des traces d'usure d'un bout, tu vois, qui l'entaille. Ouais, moi, j'en ai une autre ici, là, où j'avais la main. Ah, attends, non, voilà. Regarde, colle. Voilà. Là, ça prouve que c'était attaché vers le bas, et ça passe ici. Ah ouais? Voilà, je te le tiens là, exactement sur la pince, là, et ça cisaille là. Fais le tour, ouais. Là, ici. Voilà. Är det här en engångsföreteelse eller en beprövad teknik? Man undersöker ett antal etruskiska amforor från tidigare utgrävningar för att se om de har liknande förslitningar. Tiens, regarde, c'est là. Tiens, regarde. Super. En plus, celle-là, ça fait au moins 30 ans qu'on l'a, elle vient pas de l'épave, là c'est sûr. C'est une isolée. C'est incroyable parce que c'est un système qui a été développé, quoi. Ça tient pas simplement à l'épave, quoi. On le trouve sur ces amphores-là. Man försöker också ta reda på vart fartyget var på väg med sin last. Letteraria greca così li qualifica di talassocrati, riferendosi a un tempo antico, cioè di signori del mare. Poi abbiamo, scendendo nel tempo, una serie ininterrotta, una catena di testimonianze che ci mostra gli Etruschi presenti con loro produzioni artigianali, dalla Sicilia a Cartagine, nella Gallia, insomma c'è tutta una grande disseminazione fino alla penisola iberica di materiali, di testimonianze. In particolare le anfore sono venute a dare corpo a questa immagine degli Etruschi attivi sul mare. Både vrakplatsen och lasten pekar på Gallien, det vill säga den franska kusten. Han åker därför till Montpellier, där man har grävt fram resterna av en stor hamn och där man har hittat belägg för en etruskisk närvaro på 500-talet före Kristus. Dès l'origine, c'est un lieu qui a été fondé ici au bord d'un étang parce que les bateaux pouvaient y arriver et que les gens ont profité de ces contacts faciles pour développer ici un gros centre portuaire qui s'est développé au cours de l'âge du fer. Et là, ça démarre avec cette période étrusque, puis ensuite, ça va passer aux Marseillais, puis aux Italiens, puis aux Romains, et il y a toute l'histoire du commerce maritime là, qui est inscrite dans la stratigraphie. Alors l'époque qui nous intéresse, disons fin 6e, début 5e, on va dire autour de 500, là le port fonctionne, distribue encore des marchandises étrusques à l'intérieur du pays. Oui, ça se voit très bien ça. Enfin, en fait, on est à la période de fondation. Hein. Au moment de ton épave, c'est la période où le site est fondé.
et où démarre cette activité, mais ça démarre tout de suite en grand, puisque tout le rempart est construit à ce moment-là. La ville a plusieurs hectares dès l'origine, et on voit très bien l'impact de cette création sur l'arrière-pays. Quand on compte les amphores étrusques à cette époque-là, il y en a beaucoup plus dans l'intérieur, là, autour de Latte, dans un cercle autour de Latte, qu'il y en a à Marseille même, ou même en Languedoc. Et certainement, c'est en liaison avec un trafic régulier dont on n'est pas pour être une trace, quoi. Ça, c'est l'entrée. Voilà, là, c'est une des entrées anciennes, et on est tout au bord de la lagune. En fait, le milieu a beaucoup changé. Tout ça s'est comblé avec les alluvions. Aux arbres, là, on est à la lagune dans l'Antiquité. Donc les bateaux arrivaient à ce Donc les bateaux, ils devaient arriver sur une plage quelque part par là, avant que plus tard soit aménagé un port en dur. Donc c'est le cas typique du site portuaire, où tu as des intermédiaires étrangers qui vont venir faire le commerce avec les indigènes. C'est ça. Contre le rempart, on a sondé une partie où il y a 2 pièces et une sorte de magasin. Voilà, une sorte de magasin assez étroit contre le rempart qui était bourré d'amphores étrusques écrasées sur place, et il y en avait une douzaine là-dedans. Et on a vraiment l'impression que c'est du stockage spécialisé pour la vente, quoi. Etruskiska handelsmän hade slagit sig ner här där det fanns koppar och brons för hantverkarna i Etrurien. Avec le Buquero et les céramiques communes. Et ça, l'intérêt, c'est évidemment que ceux-là sont signés, portent des graffitis. Il y a des marques, là. Voilà, c'est des graffitis d'appartenance, probablement. Mais alors, du coup, si c'est écrit en étrusque, ça veut dire quoi? Alors, c'est des gens du coin qui ont écrit en étrusque, ou c'est véritablement des étrusques qui sont là? Très probablement la signature de gens d'Étrurie. Qui sont là. Qui sont là. C'est trop fort, ça. Et vraiment, ça atteste la présence étrusque. C'est pas seulement des apports, c'est une présence. Parce que l'écriture, ça s'apprend pas aussi vite que ça. Parce que c'est des choses qu'on ne trouve jamais en Gaule ailleurs, ça. Frågan är om krukorna från vraket är av samma typ som i de etruskiska magasinen. Ah, voilà. Le problème avec les épaves, c'est que les amphores sont entières, alors c'est plus lourd. Oui, plus entière et plus lourd. Et donc on a vraiment l'impression qu'on pourrait débarquer ça, on pourrait refaire quasiment le moi, geste. c'est des modèles assez pensus. Toi, tu as les deux, tu as aussi des modèles oui, fuselés. Oui, des modèles un peu plus fuselés. D'accord. Alors, visiblement, la pâte a l'air de ressembler assez. Ouais. Donc là, c'est foncé, on le retrouve ici aussi. Ouais. Et c'est quand même assez caractéristique. Exactement. C'est rouge-brun. C'est le type 4 canonique, c'est les plus fréquentes. Man får också veta vad bronsskålarna från vraket hade använts till. Tu as aussi les mêmes bassins ou des bassins très proches que ceux de l'épave, si j'ai bien compris. Effectivement, il y a peu de doute en fait, même si ceux-là sont corrodés. C'est des bassins en bronze qui sont utilisés pour la boisson, et c'est l'équivalent d'un gros tasse-vin ou d'une coupe à boire en fin de compte. Alors ils buvaient le vin avec ça. Et voilà, ils buvaient le vin dans ces récipients. Ils pouvaient probablement se le faire passer, vu que c'est des récipients d'assez grande contenance. Et ça montre en fin de compte que ces Étrusques n'ont pas uniquement diffusé le vin en Gaule méridionale, mais ont également diffusé la manière de boire le vin. Et ça, c'est intéressant. L'amphore, une fois qu'elle était bue, elle était jetée, c'était un récipient, un emballage perdu. Autant ces vases, visiblement, les Gaulois, quand ils avaient ça, ils avaient des vrais biens de prestige. On les retrouve non pas dans l'habitat, jamais dans une enfouille, on retrouve de fragments de ce type de récipient, on les retrouve dans les tombes, c'est-à-dire que visiblement, on voulait se faire enterrer avec quelque chose qui symbolisait l'accès à la boisson. Et sur place, tout le monde ne devait pas avoir droit à ce type de récipient. Si vous en avez une quarantaine dans le bateau, voilà, on va dire des gens qui pouvaient consommer de la manière étrusque. Skeppet bekräftar att det exporterades vin från Etrurien till den franska Medelhavskusten. If you look at the overall pattern of imports, they really didn't want much else that the Greeks or Etruscans had. It was really entirely centered around wine and drinking vessels. Before the monetization of the economy and the development of paid labor, one of the only ways to really mobilize a large number of people for a specialized task, like building a house or a wall or a road or something like that, was to call people together and offer them a large feast. When one begins to think about alcohol and its role in all of these social and political aspects of life, then one can begin to understand the social logic that lies behind this beverage. The wine probably had a slightly higher alcohol content than the native beers.
which means that its psychoactive properties would have been augmented in the important intoxicating aspects that are very important, often in rituals. And there's also just the exoticness of the product itself. So the fact that it was a beverage which came from somewhere else and which they had no way of knowing how to make themselves. Efter 10 månaders analys ska man gå ner till vraket igen. Och den här gången ska man försöka avgöra om skeppsskrovet finns kvar under lagren av amforer efter 2600 år. Man har aldrig tidigare hittat ett helt etruskiskt fartyg. Man ska gräva ett hål i botten och ta undan krukorna på en liten yta för att se efter om det finns några rester av fartyget kvar. Om trävirket är bevarat så kan det kasta nytt ljus över etruskernas glömda historia. They also had a system of recognizing the future of their own society, how long it would last on Earth, by calculating something called saecula in Latin, which we might translate as great generations. And the Etruscans thought that for them, there were only a certain number of generations, and when they were gone, there would be no more Etruscans left. And these generations vary from between about 8 and 10 in the sources, and they seem to come to an end sometime around about the time of Augustus, which is a remarkable fact, because when Augustus comes along in Italy, the Etruscans are almost finished as a nation. So, in a sense, they seem to have got it right. Snart syns ett spant under minst 4 lager av krukor. Fartyget finns alltså kvar 60 meter under vattenytan, där det har legat i över 2600 år sedan den dag det förliste. Dimensionerna visar att det var en jätte för sin tid. Över 20 meter långt och 7 meter brett. Så än är det bara en liten del av lasten som har undersökts. Men det kommer att dröja innan resten av hemligheterna kan avslöjas. Först måste man skaffa fram de resurser som krävs för ett så stort projekt. Men det råder inget tvivel om att vraket innehåller en stor mängd skatter. Och där finns säkert svar på många frågor kring den etruskiska civilisationen.
Och den här dokumentären om etruskerna var gjord av det franska produktionsbolaget Gédeon i Paris i samarbete med bland andra Sveriges Television. Och som framgick där i slutet så planerar man alltså en fortsättning när det finns pengar att frilägga det antika skrovet. Och vi ska avrunda berättelsen om etruskerna med en liten svensk insats. Det var ju så att gamle kungen, alltså Gustav VI Adolf, hyste ett brinnande intresse för arkeologi. Och det fick han utlopp för i Italien vid en rad utgrävningar av just den etruskiska kulturen. Ur det förnämliga tv-arkivet så har vi plockat fram en rulle från 1954 då han grävde i San Giovinale norr om Rom. Danmarks riksantikvarie professor Brønsted har också kommit på besök och stiger försiktigt ner för den primitiva stegen till studiegruppen där experten professor Gärstad demonstrerar hyddgolvlagren. Efter förmiddagens arbete intar alla lunch tillsammans med kungen i den av fikonträd skuggade matsalen. Den dag SF-kameran gjorde besök på utgrävningsplatsen hade kungen ägnat morgonen dels åt upptäcktsfärder i grannskapet och dels åt att studera de fynd den svenska gruppen gjort under de senaste dagarna. På eftermiddagen däremot tog kungen av sig skjortärmarna och deltog aktivt i fältarbetet för att med kniv och penslar försiktigt preparera fram ett järnåldershyddgolv assisterad av professor Brønsted. Professorskan Boetius har tagit hand om tvättningen av etruskiska skärvor som kommit i dagen, under det att professor Boetius på sin inspektion av de olika utgrävningsplatserna här betraktar kungen som just håller på att pensla fram skärvor som tillsammans bildar ena sidan i en skål med vågmönster. Varan är den karaktäristiska impaston, Villanova-kulturens speciella keramikart. Skärvsammansättningen som vanligen sker hemma i förläggningen på kvällen har idag tillfälligtvis förlagts till den soliga eftermiddagen. Tervetri, eller som det förr hette Sere, var en livlig handels- och hantverksstad och det stort upplagda nekropol med imponerande gravhögar och påkostade gravkamrar är ett vältaligt vittnesbörd om invånarnas rikedom. Etruskernas jord gömmer säkert ännu rika lämningar av ett folk vars gåtfulla härkomst och fascinerande kultur sysselsätter fackmännens intresse och resenärernas fantasi. Och detta var alltså en bit arkeologihistoria berättad av SF-journalen för snart 50 år sedan. Och den mycket tidstypiska berättaren var Harald Molander. Och därmed så är vi framme vid innehållet i nästa Vetenskapens värld. Rymdhistorien har drabbats av många bakslag och katastrofer. Bland annat det första Apollo-projektet där syrgasen i kapseln exploderade och dödade de 3 astronauterna. 1961 exploderade